Bonjour et merci d'être avec nous. La tension est à son comble dans plusieurs pays du Moyen-Orient. C'est la conséquence de ces frappes lancées sur l'Iran par les États-Unis et Israël. L'armée iranienne riposte. Israéliens et Américains haussent le ton et annoncent une opération de 4 semaines minimum. Les détails avec Julie Rans et Nathalie Guillemin. Une explosion de plus dans le ciel de Téhéran. Depuis cette nuit et pour le 3e jour consécutif, les frappes s'intensifient. Ce lundi, 3 personnes auraient perdu la vie à l'ouest de la capitale iranienne. À côté des cibles stratégiques, des bâtiments résidentiels sont aussi touchés. Ils voulaient attaquer le bâtiment de la 2e chaîne de télévision. Mais l'hôpital a été touché, ainsi que 3 appartements. Et les frappes ne sont pas prêtes de s'arrêter. Côté israélien, l'armée de l'air a annoncé avoir visé le quartier général du corps des gardiens de la révolution islamique. 3 de leurs membres ont été tués, ainsi que 5 militaires iraniens. Côté américain, l'armée a publié des vidéos montrant des frappes de missiles. Dans une interview au New York Times, Donald Trump avertit l'opération pourrait durer 4 à 5 semaines, malgré la mort de 3 soldats américains. America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. Face à cette escalade, l'inquiétude grandit autour des sites nucléaires iraniens. Un haut responsable iranien affirme que le site de Natanz aurait été touché. Raphaël Grossi, le président de l'Agence des Nations Unies pour l'énergie nucléaire, a appelé à la retenue, mais déclare qu'aucun site ne semble endommagé. Up to now, we have no indication that any of the nuclear installations, including the Bushehr nuclear power plant, the Tehran research reactor, or other nuclear fuel cycle facilities have been damaged or hit. Le Croissant Rouge iranien estime que 555 personnes ont été tuées par l'opération militaire américano-israélienne en Iran, alors que l'escalade s'étend désormais à toute la région. Eh oui, le conflit s'étend d'heure en heure et touche notamment le Liban. Israël bombarde le pays et répond ainsi aux attaques du Hezbollah. Ce mouvement armé est aligné sur l'Iran et les frappes de la nuit dernière à Beyrouth ciblaient d'ailleurs le responsable. Explication avec Valérie Lafleur et Alice Debatty. Le sud de la banlieue de Beyrouth, frappé hier soir par l'armée israélienne. Dans la rue, les voitures sont couvertes de poussière. Une partie de cet immeuble est en feu. Les détonations se répètent toute la nuit. Les habitants fuient le quartier, c'est l'un des bastions du Hezbollah. De longues files se forment sur l'autoroute, c'est la panique. Au début, il y a eu 3 explosions un peu au loin. On est monté sur le toit et on a vu que les explosions étaient derrière nous. On ne voyait que la fumée. Au bout d'une dizaine de minutes, il y a eu une autre explosion juste derrière nous. On est arrivé ici et Dieu merci, on est sains et saufs. Ce matin, ces gravats témoignent de l'intensité des frappes. Selon un premier bilan officiel, 31 personnes ont perdu la vie, 149 sont blessées dans le pays. Fatima et sa famille ont échappé de justesse aux frappes israéliennes. Ils ont dit qu'Israël allait frapper la banlieue sud de Beyrouth. On ne sait pas comment on a réussi à s'habiller et à s'échapper. Tout le monde criait dans les rues, fouillait. On est monté en voiture et il y avait un embouteillage monstre. On a dû faire des détours pour rouler. C'était terrifiant. L'armée israélienne a annoncé avoir commencé à frapper le Hezbollah en réplique à des projectiles lancés en direction d'Israël par ce mouvement chiite allié de l'Iran. Un nouveau front s'ouvre dans le conflit. Overnight, the IDF carried out retaliatory strikes against several Hezbollah targets in Lebanon, including command and control centers, launch sites, and senior terrorists. We were ready for this. Selon l'armée israélienne, cette opération pourrait durer de nombreux jours. Elle a indiqué exclure pour le moment une opération terrestre au Liban. L'armée israélienne qui est donc en train de frapper plusieurs pays et ces pays répliquent. Nous allons faire le point sur la situation en Israël avec notre correspondante Éléonore Veil. Des tirs de missiles ont visé les grandes villes dont Tel Aviv où vous vous trouvez, Éléonore. Oui, tout à fait. Plusieurs tirs de missiles ont été enregistrés depuis ce matin. Les sirènes d'alerte ont retenti à plusieurs reprises à Tel Aviv également. Alors il faut dire que la plupart de ces missiles sont en général interceptés grâce à un système de défense très performant, le système Arrow. Mais certains projectiles réussissent tout de même à passer. On l'a vu
il y a quelques heures dans le sud du pays, à Beersheva, où l'impact direct d'un de ces missiles a fait une douzaine de blessés. Hier, plus grave, dans cette ville du centre du pays, à Beth Shemesh, où l'impact direct a cette fois fait 9 morts. Et puis, vous l'avez également dit, Israël a ouvert un nouveau front cette nuit en réponse aux tirs de roquettes et de drones lancés par le Hezbollah. Mais il faut dire que les Israéliens n'ont pas été surpris. Ils s'y attendaient. Ils s'attendaient à ce que le Hezbollah rejoigne cette guerre, puisque ces derniers temps, l'armée israélienne avait renforcé ses positions dans le nord et avait également rappelé 1 millier de réservistes. Et puis il faut écouter les paroles du chef d'état-major Eyal Zamir qui s'exprimait hier et qui a averti la population qu'il fallait s'attendre à de longues journées de combat dans les prochains jours. Voilà donc pour la situation en Israël. Merci beaucoup, Éléonore. Et des tensions, je vous le disais, il y en a dans d'autres pays de la région, notamment au Koweït. Avec des attaques de drones et de missiles, l'armée iranienne dit avoir visé une base américaine aérienne sur place. Et puis des journalistes de l'agence France Presse disent apercevoir des fumées noires au-dessus de l'ambassade des États-Unis, toujours au Koweït. Et puis en Arabie Saoudite, là c'est une raffinerie de pétrole qui a été visée. L'attaque a provoqué un incendie, nous le voyons. 2 drones ont été interceptés. Cette raffinerie située sur le Golfe est l'une des plus grandes au monde, avec une capacité de 550 000 barils de pétrole brut par jour. Et il y a aussi un point commun dans tous ces pays, la présence de Belges sur place. Certains y vivent, d'autres sont là pour le travail ou même pour des vacances. Et pas mal de personnes se demandent aujourd'hui comment rentrer, car le trafic aérien est paralysé. Nous allons rejoindre Thomas Deschamps au ministère des Affaires étrangères. Alors Thomas, des rapatriements pourraient-ils être organisés prochainement ? Écoutez, oui, c'est possible, Ophélie. En tout cas, ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que rien n'est exclu. Les affaires étrangères continuent d'évaluer toutes les options possibles, y compris celle-là, c'est vrai, en collaboration d'ailleurs possiblement avec la défense. Mais ce qu'on nous dit aussi ici, c'est que tout ne sera pas possible, en tout cas dans l'immédiat. La sécurité des vols, même militaires, n'est pas assurée pour le moment dans la région. Je vous propose tout de suite d'écouter à ce sujet le ministre des Affaires étrangères lui-même, Maxime Prévost, que nous avons pu joindre ce matin alors qu'il est en déplacement au Maroc. Écoutons-le. Je comprends bien, puisque je suis assailli moi-même de messages, que beaucoup de familles sont préoccupées et inquiètes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de capacité d'organiser, quand bien même les pays européens le souhaiteraient, d'évacuation aérienne, puisque l'espace aérien est fermé dans la plupart de ces pays en raison précisément des missiles qui continuent de circuler et des drones également. Donc, bien entendu, prendre un petit peu son mal en patience. Nous continuons d'être en contact étroit avec l'ensemble de nos ambassades auprès desquelles chacun est invité à se manifester. Voilà le ministre qui rappelle qu'il n'est pas non plus inutile évidemment de se manifester auprès des services de son ambassade ou de son consulat. Il faut dire qu'on parle tout de même de 26 000 personnes en tout, 26 000 Belges ou binationaux dans la région du Golfe de manière large, dont environ 2500 touristes. Ce sont surtout ceux-là qui souhaitent rentrer le plus vite possible ou bien ceux qui rendaient visite à de la famille dans la région. C'est notamment le cas d'une autre personne que nous avons pu joindre ce matin et qui est maintenant bloquée, coincée à Dubaï. Je vous propose également de l'écouter. On n'a pas d'informations, voilà. Alors, si vous voyez un peu le coût d'une semaine ici, Airbnb, c'est aux alentours de 800-900 € par semaine. Donc, si on peut s'imaginer que le conflit va durer, que M. le Président Trump a dit 4 semaines, vous voyez les coûts qui sont derrière. Là maintenant, qu'est-ce que vous attendez de la Belgique comme action? Je pense qu'ils arrêtent des généralités et qu'ils font leur travail, donc qu'ils envoient une information qu'ils ont vérifiée, une information concrète, au lieu de dire écoutez, faites attention. Bon, mais ça, on le fait déjà. Et enfin, on rappelle à cet effet la ligne d'urgence qui a été ouverte par les affaires étrangères pour gérer cette situation. Il s'agit du 02 501 40 00. C'est un numéro de téléphone qui est bien sûr accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces informations. Alors ce conflit devrait aussi avoir des conséquences économiques, principalement sur le pétrole et le gaz. Nous allons détailler ça avec Benjamin Vorporten. Ce qui est sûr, Benjamin, c'est que les prix du pétrole brut augmentent déjà.
Mais oui, regardez, ça se voit tout de suite quand on regarde le cours du pétrole. Vous le voyez, depuis ce matin, une petite augmentation ici, plus 9%. Aujourd'hui, le baril s'échange à environ 78 $. Et ça reste pourtant un prix assez habituel dans le secteur. Alors c'est vrai que l'augmentation semble importante, mais regardez d'où on vient. En janvier, on était à 60 $ le baril. Ça, c'est relativement bas. Ça a augmenté progressivement avec la crainte d'un conflit. Ça explose quand le conflit se confirme. Ceci dit, on reste en dessous des 100 $ le baril. C'est vraiment un cap symbolique qu'on avait atteint lors de la guerre en Ukraine. Alors, comme toujours, si le pétrole augmente, eh bien le gaz suit. Ils sont intimement liés. Plus 26% depuis ce matin, c'est la plus forte hausse depuis août 2023. Voilà, une hausse qui est claire, effectivement, mais comment l'expliquer ? Eh bien, tout simplement parce que les pays touchés par ce conflit sont des producteurs de pétrole. Vous avez l'Iran, l'Irak, le Koweït. Et la question qui se pose, c'est, malgré ce conflit, parviendront-ils à continuer leur production ? Alors, ça génère déjà une forme d'incertitude qui explique une hausse des coûts, mais en plus, on l'a entendu, il y a une raffinerie qui a été attaquée et cela confirme les craintes. Et puis l'autre raison, elle est plutôt assez technique. En fait, le pétrole produit ici passe par un lieu très précis, le détroit d'Ormuz. 20% du pétrole mondial passe par là. Et aujourd'hui, les gardiens de la révolution ont bloqué ce détroit. Et donc, comme le pétrole n'est plus livré, il se fait plus rare sur les marchés. Et ce qui est plus rare finit forcément par coûter plus cher. Est-ce que ça veut dire que le prix de l'essence, il va aussi coûter plus cher ? Alors oui, mais il y aura un petit peu de temps-attente, plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, pour une bonne et simple raison. La première, c'est qu'on avait des stocks en suffisance et donc on a un petit peu le temps de voir venir. Et puis l'autre raison, c'est tout simplement que les producteurs de pétrole se sont mis d'accord pour augmenter leur production afin de limiter le choc. Il n'empêche, on devrait quand même payer notre essence, notre mazout plus cher dans les prochains jours, plutôt même prochaines semaines, mais tout cela dépendra de la suite du conflit et surtout forcément de sa durée. Effectivement, merci beaucoup Benjamin pour ces explications. Donc une certitude, les prix n'ont pas encore changé de manière radicale à ce stade, mais l'inquiétude est déjà présente. Les livreurs de mazout ont reçu des appels et puis à la pompe, certains automobilistes font le plein par précaution. Illustration région liégeoise avec Pascal Clous et Marc Mélan. Dans cette station-service située dans le centre de Liège, la situation au Moyen-Orient est sur toutes les lèvres. Les clients craignent une explosion des prix à la pompe. Il va y avoir une très forte augmentation. Le baril de pétrole a déjà augmenté. Donc, c'est pour ça que je viens faire le plein ce matin. Ça, je suis tranquille au moins 15 jours. À mon avis, c'est inévitable, mais c'est une moindre chose. Au regard de la guerre, je pense, et des victimes collatérales, je pense que c'est bien plus grave ce qui se passe là-bas que la simple augmentation des prix du carburant. C'est prévisible comme ça. Maintenant, il faut voir combien de temps ça va durer. Et pour le reste, je crains beaucoup plus l'évolution de la situation dans cette région. Et même quand on voit comment le président américain et le président russe fonctionnent, on dirait que la tension est en train de monter. Pour le moment, je ne crains pas l'augmentation. Évidemment, ça vient de se passer. Donc voilà, je pense aussi qu'on a des réserves pour le moment. J'attends juste les nouvelles. Depuis ce matin, les vendeurs de mazout sont sollicités sans arrêt. Depuis ce matin, effectivement, 8h du matin, je décroche et je raccroche continuellement. Ça, c'est un peu classique quand il y a des situations comme on en voit pour l'instant. Oui. Ce client a passé commande vendredi. L'arrivée du livreur de mazout est un soulagement. J'ai commandé vendredi 500 litres. Et comme j'ai entendu qu'il y avait la guerre, qu'il va augmenter, j'ai commandé 5 litres en plus aujourd'hui matin. Et il m'a livré 1000 litres. Alors cette semaine, faut-il faire le plein prioritairement ou non de sa cuve à mazout ? Après-demain, il va augmenter certainement d'une bonne centaine d'euros. Maintenant, ce qu'il va faire dans les jours après, c'est compliqué. Si la guerre s'arrête dans une semaine ou deux, ça repartira peut-être dans l'autre sens. Mais pour l'instant, je crois que personne ne saurait dire ce qui va se passer. Les clients espèrent que la situation géopolitique va évoluer dans le bon sens rapidement.